Ok, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue. On va commencer à l'heure. Voilà, c'est pas toujours évident, mais là on a la chance de pouvoir le faire. En préambule, et pour laisser au dernier le temps de s'installer, quelques informations d'ordre technique, puisque cette année Sido est aussi en ligne, en version digitale, sur la plateforme Sido Pulse. Donc actuellement nous sommes en live audio. Et les participants qui nous suivent en live peuvent poser des questions sur cette plateforme. On a 3/4 d'heure. On va essayer de garder du temps pour les questions à la fin. Autre information technique, quand on sera à l'heure des questions, vous avez un micro au milieu de la salle. Donc merci de vous lever et d'utiliser ce micro. Et évidemment, de ne toucher à rien. Voilà. Nous inaugurons avec Tido une nouvelle forme d'événement. Et on s'adapte et ça va aller très bien. Donc ces éléments techniques posés, on va commencer sans tarder en accueillant nos experts qui vont partager avec nous leur retour d'expérience et leur expertise sur comment et en quoi les réalités immersives nous conduisent vers une nouvelle culture du travail et vers de nouvelles formes de collaboration. Alors je vais sans tarder commencer à les présenter. Donc sur ma gauche, Dominique Iwanski. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous êtes consultant spécialisé sur le marché des technologies immersives chez Wavestone. Vous accompagnez des grands comptes dans leur transformation digitale. Et vous allez partager avec nous différents cas d'usage dans le monde du travail, alors que ce soit sur la formation, la maintenance augmentée, la conception collaborative ou le marketing. À côté de vous, à côté de moi également, Sylvain Dugarry. Bonjour Sylvain. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes actuellement directeur du programme e-maintenance chez Naval Group. Vous y avez également occupé le poste de responsable industriel des activités de simulation et d'entraînement. Et vous allez nous éclairer sur l'application de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée sur la maintenance, la formation et l'entraînement chez Naval Group. Je ne me trompe pas? Tout à fait. Parfait. Et enfin, nous devrions avoir d'ici peu Alexis Vartagnan, qui est le CTO de TechViz, qui est malheureusement à distance ce matin. Mais le voilà. Bonjour Alexis, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, bonjour, je vous entends bien. Bon, c'est parfait. On vous entend et on vous voit. Bienvenue avec nous. Vous allez témoigner en conclusion de conférence sur la maturité des solutions en réalité virtuelle et plus spécifiquement sur les solutions collaboratives. Parfait. Bien. Bon, cette petite mise en route faite, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec vous, Dominique. Vous avez une vision assez large du sujet. Je l'ai bien constaté quand on a préparé cette conférence ensemble, et vous allez pouvoir témoigner d'un certain nombre de cas d'usage chez Wavestone. Alors, finalement, quand on parle de transformation du travail avec ces nouvelles technologies, de quoi parle-t-on exactement et qu'est-ce que ça couvre ? Alors, du coup, les nouvelles technologies, en fait, elles vont vraiment changer nos modes d'interaction, nos façons de communiquer. Donc, il y a pas mal d'impact sur l'organisation aussi de l'entreprise, de nos modes de fonctionnement. Donc ça, on peut, je pourrais le détailler juste après, en fait, c'est à travers deux exemples de cas d'usage, en fait. L'idée, c'est chez Wavestone, on combine en fait expertise fonctionnelle, expertise technologique, expertise sectorielle aussi. Donc, ce qui nous permet de voir différents cas d'usage au sein de toutes les entreprises, au sein de tous les métiers, en passant par la DSI, direction ressources humaines, mais aussi direction technique. Donc l'idée, là, je vais vous faire un focus rapide un petit peu sur deux cas d'usage que j'ai rencontrés récemment. Un premier client, donc un client de l'industrie du textile, qui aujourd'hui, dans ce contexte un peu particulier finalement de crise sanitaire où on est un peu limité dans les déplacements, se retrouve en difficulté pour évaluer la qualité des matières premières qu'ils sourcent dans des pays un peu lointains. Et donc l'idée, en fait, ce qu'ils voient avec les technologies immersives, c'est de justement apporter une dimension
collaborative, une dimension un peu en temps réel, de pouvoir en fait, évaluer la qualité des matières premières en fait, qu'ils sourcent. Donc un deuxième exemple aussi que j'ai vu récemment, c'est un client du luxe qui travaille en fait sur qui effectue des sessions d'achat, qui sont un peu des moments clés où finalement l'idée c'est d'avoir le bon produit au bon moment, au bon endroit. Donc ça veut dire qu'il y a des prises de décision, il y a des revues de produits à faire. Ce sont des réunions qui sont récurrentes, qui sont cycliques. Et en général, ces réunions-là réunissent en fait des équipes qui sont internationales. Donc finalement, dans ce contexte aussi, ils ont plus de mal à faire ces réunions-là, en tout cas à les rendre un peu collaboratives. Avec les techno immersives, ce qu'ils vont pouvoir faire, c'est justement de se projeter avec les nouveaux produits, de pouvoir évaluer leur qualité. Hein. Enfin, ce sont souvent aussi des produits un peu au stade de prototype, parce qu'ils sont toujours un peu en avance de phase quand il s'agit d'équipes en fait, sur la partie achat, sur la partie aussi produit. Et comme ça, en fait, ils peuvent justement se projeter un peu et aussi manipuler des objets, les voir un peu comment ils pourraient s'insérer dans leur vitrine, dans leur boutique. Donc ça, c'est un cas d'usage en fait qu'on a rencontré récemment. À travers ces deux exemples, qu'est-ce qu'on voit? Comment ces exemples, en fait, on a pu identifier en fait la valeur ajoutée et les bénéfices de ce type de techno sur nos modes de travail. On peut le résumer de la manière suivante, ces technos vont nous permettre de communiquer plus, de communiquer mieux. En fait, ça va être des échanges qui vont être plus fréquents, qui vont être plus courts aussi, un peu dans l'esprit de réunions efficaces. Donc ça, c'est une première chose. On va pouvoir communiquer aussi avec plus de souplesse, parce qu'en fait, il y a moins de contraintes organisationnelles, logistiques. Pour des équipes internationales, vous pourrez, par exemple, réduire le nombre de déplacements, réduire aussi vos frais de transport, faire gagner du temps à vos équipes. Donc ça, c'est une deuxième chose. Et troisième point qu'on voit aussi sur les modes de travail, c'est que en fait, vous allez pouvoir faire converger plus vite vos équipes. En fait, c'est beaucoup plus simple de démontrer des concepts, de faire aligner des équipes en fait autour d'un concept quand vous pouvez manipuler des objets 3D, les projeter. Donc voilà, c'est en tout cas cette dimension-là qu'on recherche avec eux sur le projet. Donc ça, c'est un petit peu autour des bénéfices, de la valeur ajoutée. Je peux continuer un peu sur un aspect qui nous semble important aussi. C'est en fait, comme les technos immersives, que ce soit réalité virtuelle, réalité augmentée, ce sont des technologies en fait, qui sont disruptives, qui sont nouvelles. Il y a encore un certain nombre de freins qu'il faut surpasser en fait, pour faire réussir en fait, ces projets. En résumé, des freins, donc j'en vois trois. L'un des premiers freins qu'on voit, c'est un peu la difficulté à évaluer, à appréhender en fait, le retour sur investissement de ce type de projet. En fait, on entend souvent dire que voilà, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, ça coûte un peu cher. Et comment on fait? En fait, en général, ce qu'on répond en fait, à ce type de remarques, c'est qu'il faut vraiment commencer par expérimenter, à bien évaluer, analyser les processus métiers pour tenter d'identifier en fait, des points de douleur et essayer de quantifier les gains potentiels. Selon les configurations, il n'y aura pas toujours de retour sur investissement financier, mais on pourrait très souvent, en fait, on voit des gains un peu plus qualitatifs, des gains sur des gains de temps, des gains sur la partie réduction de risques de sécurité, des gains sur la valeur de l'image de l'entreprise, etc. Donc c'est ce type de gains qu'on peut également aller chercher pour démontrer les bénéfices. Un autre point aussi, c'est que aujourd'hui, vous pouvez expérimenter ce type de techno avec des coûts d'investissement qui sont maîtrisés
il y a beaucoup d'éditeurs, de fournisseurs qui proposent en fait des offres un peu pour se lancer, pour tester un cas d'usage, avec des licences de test, des offres de leasing matériel aussi, qui permettent de faire un premier pas avec ces technos et de s'assurer que ça convient bien au cas d'usage. Le deuxième frein qu'on voit aussi, c'est finalement pour certaines populations métiers qui n'ont pas qui sont pas forcément à l'aise en fait avec des outils digitaux ou avec la digitalisation de leurs gestes. C'est ce frein-là. Et l'idée, pour le surpasser, c'est qu'en fait, les directions informatiques, DSI, direction innovation, en fait, incitent les équipes métiers vraiment à co-construire en fait, ce projet. En fait, l'idée, c'est que ces personnes-là qui connaissent leur métier en fait, soient un peu les chefs d'orchestre de ce type de projet. Et l'idée, c'est vraiment d'insister sur le côté, la conception de l'expérience utilisateur, en fait, de tester l'ergonomie, de penser le parcours utilisateur et de voir comment ces nouvelles technos, faire des choses avec un casque ou mener une réunion dans une salle immersive, c'est comment ça s'inscrit un peu dans leur quotidien. Donc par rapport à ça, chez Waystone, en fait, on utilise un peu une méthode de UX design qui est adaptée pour les technos immersives, donc pour la conception de ce type d'expérience. Donc là, en fait, on se base sur pas mal d'outils, comme des experience maps, etc., qui nous permettent vraiment de concevoir un parcours qui ne perturbe pas en fait, les process métiers et qui permet de faire en sorte que l'adoption se fait bien. Et donc, ce qui est super important aussi, c'est le côté, la conduite de changement. Quand on arrive avec ce type de projet, des fois, on a des opérateurs qui n'ont pas forcément l'habitude. Et ça, c'est quand même super important de soigner, d'acculturer les équipes, de les former via des webinars, via des sessions de communication, de promotion. Donc là aussi, chez Waystone, donc on a un champ d'expertise là-dessus, avec des assets qui sont dédiés, comme la Change Factory. Mais en tout cas, ça fait partie de notre expertise. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième point sur lequel il faut insister aussi, c'est la difficulté en fait, du passage à l'échelle et la pérennisation de solutions. Donc, ce qu'on voit souvent, c'est par exemple des projets qui ont commencé où en fait on a été un peu enthousiasme par rapport à ces technos-là, mais on n'arrive pas à aller plus loin et finalement tirer pleinement le potentiel de ces technos. On a une solution qui marche partiellement parce qu'elle n'est pas forcément connectée au SI de l'entreprise. On peut jouer en réalité virtuelle, mais c'est plutôt en mode démo. En fait, on n'arrive pas à accéder à des ressources de l'entreprise ou à des fichiers ou des choses qui nous permettent vraiment de tirer pleinement profit de ces technos. Par rapport à ça, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut prendre l'habitude vraiment d'impliquer au plus tôt les bons acteurs, notamment la DSI et d'autres directions qui ont une vision 360 aussi et qui sont capables de capter très vite toutes les problématiques en fait, qui pourraient se poser en fait, en lien avec telle ou telle solution qui ne pourrait pas être intégrée au SI de l'entreprise. Donc voilà, ce troisième point, prendre ce réflexe en tout cas de collaborer avec toutes les parties prenantes et d'avoir une vision et des enjeux du IT et autres. Donc avoir une vision complètement intégrée avec l'ensemble des services. Alors du coup, on peut peut-être approfondir quelques cas d'usage en donnant la parole à Sylvain. Comment est-ce qu'au sein de Naval Group, vous avez répondu à des besoins autour de la maintenance, de la simulation, de la formation en utilisant ces nouvelles technologies, ces nouvelles interfaces et comment ça a transformé le travail des opérateurs ou des techniciens ou des ingénieurs qui ont eu à les utiliser? Oui, alors, ce que j'ai entendu, effectivement, je m'y retrouve pleinement. Donc, je pense qu'il y aura un fil conducteur dans ce qu'on va dire ensemble. Juste peut-être en quelques mots, parce que Naval Group, peut-être les gens ne connaissent pas. Donc, on est une entreprise qui fabrique des navires, alors des navires militaires, donc bâtiments surface et sous-marins. Et on fait ça sur tout le cycle de vie. On fabrique, on maintient,
On forme, on entraîne et on démantèle. Et ce point est important parce que l'ARA et l'ARV vont justement nous accompagner sur tout le cycle de vie du navire. Alors, effectivement, ça a été dit, hein, mais la technologie, pour nous, c'est un moyen. Un moyen pour quoi? Un moyen pour être plus performant, pour améliorer notre qualité, et puis aussi pour créer de nouveaux services. Et donc, les technologies de réalité augmentée et de réalité virtuelle, avec des niveaux de maturité qui sont assez différents, et je vais y revenir, vont venir, dans un premier temps, améliorer notre outil de production interne, dans les phases de conception, de définition, jusqu'à la phase d'exploitation, jusqu'à créer de nouveaux services. Et c'est dans cette continuité, pour faire écho à ce qui a été dit précédemment, qu'il y a une rentabilité. C'est vrai que si on aborde la question, et c'est vrai pour l'ARA et l'ARV, pour d'autres assets technologiques d'ailleurs, si on les adresse ponctuellement, l'investissement, au bout d'un moment, on a du mal à le voir. Alors, concrètement, RARV, donc ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais décrire un peu comment on les déploie sur le cycle de vie du navire. Donc, on commence par tout ce qui est conception et définition. Donc, la réalité virtuelle à Naval Group, ce n'est pas une chose très, très nouvelle. J'entendais nos collègues de Safran là, ce matin, on fait à peu près les mêmes choses, et surtout sur la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, depuis le milieu des années 2000, 2005 pour être plus précis, des navires, pour ceux qui connaissent, comme Frem et Barracuda, sont complètement modélisés en 3D. On a des salles de réalité virtuelle sur différents sites qui permettent, comme ça a été dit, vraiment de décloisonner les gens, de partager de l'information et de travailler de manière collaborative. Les opérateurs sont plongés dans le futur navire qu'ils n'ont pas encore vu, de manière immersive, vérifient les contraintes de conception, vérifient aussi en amont toutes les contraintes de maintenance. Vous imaginez un sous-marin, pour ceux qui sont entrés dedans, hein, on ferme tout, et à la fin, quand il y a un problème, il faut enlever le moteur. Le moteur, c'est une pièce qui doit faire à peu près le quart là, de les six premiers rangs. Donc il faut tout ouvrir, il faut que ça passe à la fin. Donc tout ça, eh bien, on le valide dans ces réalités immersives. Mais je parle bien de réalité virtuelle. Hein. Alors, ça suit, donc ça on est en phase de définition, et puis en phase de production, la réalité virtuelle va aussi nous accompagner dans la validation d'un planning, dans la validation de phases qui sont plutôt très délicates. Voilà, quand on a des navires avec des cœurs nucléaires, il y a des phases qu'on ne fait pas tous les jours. Donc il faut qu'on entraîne nos opérateurs, qu'on simule pour que le jour J, tout se passe comme prévu. Et ça, c'est fondamental. Alors la réalité augmentée, vous voyez, j'en parle un petit peu de manière un peu moins présente. Et effectivement, il y a quand même une nuance technologique entre RV et RA, et je pense qu'on la retrouve d'ailleurs dans le monde civil. Nous, finalement, on ne fait qu'importer ce qu'on voit dans le monde de tous les jours dans l'entreprise. Et je crois qu'on partage le constat que la réalité virtuelle, maintenant, elle inonde un peu tout le marché. Et la vie de tous les jours, la réalité augmentée, un petit peu moins. Et on va y revenir. Alors la réalité augmentée, on l'utilise en phase de production. Comme mes collègues de Safran le disaient ce matin, on va l'utiliser dans tout ce qui est contrôle dimensionnel. Donc là, on va améliorer la qualité de l'opérateur, les mesures sont meilleures, la performance, ça va plus vite. Et puis comme on est vraiment dans la transformation du travail, forcément se pose la question pour celui qui sortait sa règle et son stylo, forcément ils étaient deux, ils sont plus qu'un à la fin. Donc il y a aussi une question sociale, au-delà de la question technologique, mais que posent toutes les révolutions technologiques. Et la réponse à ça, elle est simple. Le travail, on ne le détruit pas. C'est l'emploi qui se transforme. Donc le travail est constant. Celui qui faisait, effectivement, on a peut-être supprimé une personne qui mesurait, mais à côté de ça, on a créé aussi des gens qui maintenant développent ces outils, maintiennent les modèles sur le cycle de vie du navire. Donc c'est bien une transformation du travail. Alors tout ça, puisqu'on a balayé un peu la phase de conception et de production, en fait, qu'est-ce qu'on fait dès le départ ? On commence à construire ce qu'on appelle le jumeau numérique. Alors, jumeau numérique, c'est le mot à la mode, donc tout le monde l'utilise. Donc là, quand je parle de jumeau numérique en RARV, on se restreint au modèle 3D, l'enveloppe spatiale. Mais c'est un début. Et on va voir que le jumeau numérique, c'est un vrai sujet de préoccupation dans les phases de maintenance et d'opération. Donc, c'est la transition sur les phases d'après. Donc, une fois que le bateau est construit, du coup, on a hérité de ce modèle. On a capitalisé et puis on va rentrer en opération.
Donc en opération, quand on déploie nos navires dans les forces, finalement on a deux actions en tant qu'industriel. La première, c'est de les accompagner dans la maîtrise de leur navire. Et les accompagner pas de manière virtuelle, on les forme et on les entraîne. Et la nuance est forte. Hein. On forme quelqu'un au niveau 1 et ensuite on va l'entraîner pendant toute sa vie de marin. Et on le fait avec quoi ? Vous imaginez, alors, on fabrique un bateau, alors certains demandent plusieurs années. Hein. Le Barracuda, là, qui est arrivé, pour ceux qui connaissent, hein, le premier de la famille à Suffren est arrivé à Toulon. Il a commencé il y a une dizaine d'années. Et pour autant, il a fallu que l'équipage qui a pris le Barracuda soit complètement opérationnel dès qu'on l'a mis à la mer. Nécessairement, c'est les outils de réalité virtuelle qui ont permis cela. Et donc, on a des simulateurs de formation et d'entraînement qui utilisent cet environnement virtuel vraiment pour immerger le marin dans un environnement numérique avant que le bateau n'existe. Alors, c'est d'autant plus nécessaire sur des phases de cycle de vie qui sont longues. On met longtemps à produire un navire et puis pour autant, le jour J, il faut que tout le monde soit opérationnel. Et puis en même temps, voilà, nous, quand on fait 4, 6, 8 bateaux, 10 de la même famille, c'est déjà beaucoup. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir un bateau école, hein. Ça ne marche pas. Donc on a forcément ces moyens-là qui sont à côté du navire, qui le complètent, pour former les équipages. Alors, il y a la partie donc, opération, là, formation, entraînement, et puis il y a la maintenance. Donc en maintenance, c'est là où on est plus au niveau du POC, donc qu'on évoquait tout à l'heure avec la réalité augmentée, où on a, d'ailleurs, il y a 2 ans où j'ai mené des déploiements là, sur une FREMM, qui est le dernier navire là, de la marine française, pour aller assister le marin dans ses opérations de maintenance. Alors, vous le savez peut-être, mais la maintenance, voilà, il y a différents niveaux. Pour faire simple, il y a soit c'est le marin à bord qui va réparer, contrôler, soit c'est ses ateliers à terre, ou soit c'est l'industriel derrière. Et là, le but de ce qu'on a déployé en phase expérimentale, c'est focaliser sur le client, hein, encore une fois, la création de valeur, création de services, pour que le marin passe moins de temps à faire ses activités de maintenance, et puis surtout de manière un peu plus sécurisée, au sens travail, au sens de la qualité. Et le sujet sur la réalité augmentée, comme je disais, il est beaucoup plus délicat d'un point de vue technique. Pas au sens de l'informatique pure, au sens de son intégration dans l'environnement où on est. Donc, réalité augmentée, donc principe, hein, prendre des lunettes, on va en fond de cale du bateau, et puis on va aller dessiner le chemin que va suivre le marin pour effectuer des opérations de maintenance. Bon, c'est quand même plus commode d'éviter d'avoir un fil entre les lunettes et puis un ordinateur central, surtout quand on a des coursives, quand on a des locaux qui font 1 mètre carré, 2 mètres carrés, où les gens, des fois, rampent dans des conditions délicates. Bon, ben là, vous êtes dans un navire qui est métallique, avec des réflexions dans tous les sens. La communication sans fil, c'est pas simple. Premier, je dis pas obstacle, je dis premier sujet. Bon, deuxième sujet, la réalité augmentée par rapport à la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, vous voyez, on peut modéliser cette salle. Allô, ouais, c'est bon. On peut oui, si je bouge, ça va pas marcher. On peut modéliser cette salle, on peut plonger la personne dans cette salle et puis ensuite lui apprendre des choses. Et quand elle rentre dans cette salle, elle va retrouver tous les éléments. S'il y a des écarts de configuration entre l'environnement qu'elle a vu et la salle, c'est pas très très grave si c'est à la marge. En réalité augmentée, en fait, l'erreur, elle n'est pas tolérable. C'est-à-dire que si on commence à projeter des informations sur un élément physique qui a été déformé, transformé, ça ne marche pas. Et donc là, on adresse le deuxième sujet, la gestion des configurations de vie et donc, du navire et donc de son modèle 3D. Où vous imaginez, donc si je prends un porte-avions, à peu près 2000 personnes qui sont dedans, donc c'est une ville qui va vivre pendant 40 ans avec plein de transformations dans tous les sens. Et il faut que ce modèle vive de manière très précise. Donc là, il y a une vraie question économique. Elle n'est pas technique, elle est économique. C'est quelle est la rentabilité pour maintenir un modèle, aussi précis soit-il, pour que la réalité augmentée fournisse son plein effet. Donc très clairement, réalité virtuelle, c'est la réalité d'aujourd'hui. On déploie c'est au sein de Naval Group et puis on la vend au travers de la formation. La réalité augmentée, c'est une réalité en devenir. On est au stade de POC et on regarde comment la mettre en œuvre, excepté en phase de production dans le contrôle dimensionnel. Voilà. Je
sais pas s'il y a des questions. C'est vrai que ça fait très conférence. D'ailleurs, c'est Ouais, ça fait c'est-à-dire, très- c'est une conférence, mais voilà, les échanges, ça aurait été plus interactif. Alors en plus, il y a un double Question, mais effet. Il y a le super loin, masque, ouais. donc il n'y a aucune émotion qu'on me renvoie. Donc c'est très motivant. Et puis il n'y a aucune question. Voilà. On peut prendre une question d'ailleurs, hein. Je viens de vérifier sur la plateforme en ligne. Pas de questions de ceux qui nous écoutent à distance. Peut-être que dans la salle, vous avez déjà une question. Je vous invite à vous mettre au micro, s'il vous plaît. Voilà, il faut se déplacer. C'est ce que j'expliquais en introduction. Donc, alors comme c'est capté, oui, parce que voilà, cette conférence sera aussi accessible en replay. Donc, merci d'utiliser le micro pour que on entende bien votre question au moment de la rediffusion. Richard Bertrand, j'aurais souhaité savoir comment vous gérez la maintenance des navires anciens, antérieurs aux années 2000, qui représentent un parc très important. Alors là, je peux y passer 3 heures. Alors, Sylvain. non, mais alors en plus, je suis un passionné, donc c'est avec plaisir. En revanche, que je continuerai la discussion avec vous. Mais votre question, je pense que si vous la posez, c'est que vous en connaissez une partie de la réponse. Donc très clairement, oui, je vois bien. Donc très clairement, il y a les années 2000 ont créé une rupture. On est passé du navire numérique, en fait, pour ceux qui connaissent, hein, de la famille Horizon, jusqu'à aujourd'hui, où effectivement on a un capital numérique à bord des bateaux qui est assez significatif. Avant les années 2000, dans les navires d'ancienne génération, où effectivement le domaine de la maintenance reste un domaine à l'ancienne. Donc effectivement, tout le capital numérique d'un bateau type, alors excusez-moi, donc les sous-marins nucléaires d'attaque de la classe Ruby, j'essaie à chaque fois de définir les acronymes, voilà, qui maintenant date 30 ans, tout ce que je viens de dire n'est pas applicable. Donc sous-entendu, et votre question effectivement permet de rétablir une vérité, la réalité virtuelle et la réalité augmentée ne s'appliquent qu'aux navires de nouvelle génération. On ne peut pas et on ne va pas s'amuser à modéliser les navires qui ont été construits il y a 30 ans et qu'on doit maintenir. Donc tout ne s'applique pas à tous les bateaux. Alors après, votre question, elle est bien plus générale. C'est comment on maintient un bateau sur un cycle de vie de 40 ans avec des évolutions techno et des ruptures. Et se pose aussi, enfin votre question elle est multiple, c'est pour ça là on peut y passer des heures. Se pose la question aussi du maintien des compétences, parce que forcément on a un panel de compétences qui est incroyable. Un bateau ou sous-marin ou bâtiment de surface rassemble à peu près toutes les technologies qu'on peut imaginer, et ça on le fait sur à peu près des cycles de vie de 40 ans. Donc ça veut dire qu'on balaye le temps et la techno. Donc je ne peux pas répondre à votre question en 2 secondes, mais c'est un sujet qui est passionnant et qui fait aussi tout l'intérêt de notre entreprise, hein, puisque au-delà de fabriquer un navire, on s'engage sur son maintien en condition opérationnelle et sur sa durée de vie, hein, 40 ans. On est de bout en bout, jusqu'au démantèlement d'ailleurs. Merci. Merci à vous pour la question. On va rester du côté de la techno, mais revenir dans la techno sur la réalité virtuelle et en particulier la réalité virtuelle collaborative en se tournant vers Alexis. Alors, vous ne nous voyez pas, mais nous, on vous voit. Et alors, du coup, est-ce que, avec votre expertise, et ça fait quelques années maintenant que TechViz intervient sur ce sujet, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que ces technologies sont matures ? J'aimerais d'abord remercier Sylvain Dugaret pour avoir apporté son témoignage parce qu'il recouvre une partie du mien. Donc effectivement, notamment en phase de R&D et de collaboration avec les partenaires, les fournisseurs et les équipes, la réalité virtuelle est utilisée de façon mature chez un certain nombre d'industriels, on va dire depuis le milieu des années 2000, vers 2004-2005, où effectivement de très grands industriels, pour des projets dont l'enjeu dépasse des sommes importantes, se sont équipés de réalité virtuelle. À l'époque, il fallait savoir que les équipements étaient très coûteux, puisqu'il fallait des systèmes de projection, souvent des caves ou des murs d'images stéréoscopiques, ou des casques qui à l'époque coûtaient extrêmement cher. Donc les méthodes et le retour sur investissement, même sur ce type d'équipement, il avait déjà été démontré à l'époque. Donc après, effectivement, le matériel a évolué et les coûts des solutions ont évolué, mais les cas d'usage qui existaient déjà n'ont fait que se multiplier.
Donc, c'est ajouter la dimension collaborative à distance, qui n'était pas forcément très présente au départ. Donc, l'importance de la réalité virtuelle, on l'a vu, c'est de pouvoir être à plusieurs autour d'une maquette. Généralement, l'idéal, ce serait d'être autour de la maquette réelle, mais ce n'est pas toujours possible pour des raisons de coût, de distance, de dangerosité. La réalité virtuelle permet de faire ça. Donc, ça permet de valider une décision, ça permet d'expliquer une décision en R&D, ça permet de montrer les procédures de maintenance, de valider ces procédures de maintenance, de vérifier un certain nombre de procédés de fabrication. Et à l'intérieur de l'entreprise, dans différentes branches de l'entreprise, c'est-à-dire que, évidemment, beaucoup de grands groupes industriels, notamment dans l'automobile, dans l'aéronautique, sont répartis entre différents pays. Pensez à Airbus, le groupe PSA ou le groupe Renault. Ils travaillent entre la Roumanie, la France, la Corée du Sud, l'Inde, le Japon. Faire travailler tous ces gens-là et rien ne vaut les mettre autour de la maquette. Et c'est ce qu'on fait en virtuel. Et donc, les technologies sont matures. Leur mise en œuvre, parce qu'on a parlé aussi des difficultés de l'acceptation de l'IT par rapport à l'intégration dans l'environnement. Là, effectivement, je vais parler un petit peu des spécificités de notre logiciel TechViz. C'est un logiciel qui permet d'afficher des maquettes à partir des logiciels de modélisation ou de CAO ou de PLM, de type CATIA, Siemens, Autodesk, PTC, sans conversion de données. Donc, notre logiciel, il s'installe sur les stations de travail des utilisateurs et il permet de voir la maquette telle qu'elle est dans le système de conception et de se mettre à jour instantanément quand la maquette est modifiée par les équipes R&D ou de gérer les différentes variantes quand effectivement un modèle est personnalisable. Donc, leur intégration dans l'IT, c'est déjà aussi mature pour les gens qui utilisent notre produit. Et le hardware aussi, ce qu'on utilise, les systèmes de projection ou les casques de type Oculus HTC Vive, les cartes graphiques qui vont avec, tout ça, c'est des produits grand public ou des versions professionnelles qui sont quasiment identiques aux versions grand public. Tout ça est mature et aujourd'hui, on est dans des phases de déploiement, disons, on va dire, on était dans quelques systèmes au sein de l'entreprise jusqu'à 2010-2012 et on est cette année entre la dizaine et la centaine d'équipements et les questions sont posées sur le déploiement au millier. Et là, effectivement, on rentre dans des obstacles non pas liés à la maturité, mais liés au passage à l'échelle. Les principaux freins de ce passage à l'échelle, vous les avez identifiés? Donc, les freins du passage à l'échelle, là, c'est des problèmes, il y a des problèmes déjà d'IT, de distribution de logiciels. C'est le coût des équipements, notamment en termes de mise à jour des stations de travail pour supporter les performances d'affichage nécessaires pour la réalité virtuelle. Parce que les coûts d'équipement et le déploiement des cases de réalité virtuelle est relativement quelque chose qui est relativement sous contrôle. Par contre, s'il faut mettre à jour tous les postes de travail de tous les utilisateurs, ça c'est un peu compliqué, ça fait un coût un peu brutal pour les industriels. En ce qui concerne TechViz, nous, on a une évolution produit pour les accompagner dans ce type de déploiement. On est en train de lancer une version de produit qui est adaptée à la visualisation à distance. Donc, utiliser des casques de réalité virtuelle de type Oculus Quest ou HTC Vive Focus, qui sont des casques sans fil. Et le rendu 3D n'est plus fait sur le poste de travail des utilisateurs, il est fait sur des serveurs, les mêmes serveurs qui sont utilisés pour les virtualisations des stations de travail. Donc ce type de plateforme, de nouvelles plateformes que notre logiciel supporte, s'adapte bien en fait à la virtualisation du poste de travail qu'un certain nombre d'entreprises ont mis en place déjà mettent en place pour des raisons de coût d'IT et justement de coût du poste de travail et dont il y a une accélération de la mise en place puisque c'est beaucoup plus adapté à une organisation du télétravail à distance pour les ingénieurs qui travaillent sur des logiciels de CAO. Donc une évolution, effectivement, le Oculus Quest est sorti récemment, les casques eux-mêmes sont récents, donc il y a une évolution du hardware et de la façon dont l'IT le déploie que nous sommes en train d'accompagner pour faire ce passage à l'échelle au-delà de la centaine. Vous allez réagir?
Non. Oui, Oui, effectivement. il est ouvert normalement. Ah. C'est bon. Donc effectivement, ça, je rejoins un peu ce qui a été dit là, c'est que les technos, donc la réalité virtuelle, la réalité augmentée, ce sont des technos qui ont différents niveaux de maturité. On a sur le marché un grand choix de matériel aussi. C'est un marché qui évolue très vite, et donc effectivement là on est sur l'essor aussi des casques autonomes qui vont nous permettre aussi en fait, d'améliorer un peu vraiment l'expérience utilisateur aussi, l'ergonomie et vraiment l'usage en fait de ces technos quand il sera appliqué à différents cas d'usage. Donc sur cette partie-là, il y a quand même, il faut se poser effectivement les bonnes questions aussi, parce qu'il y a différents supports en fait pour diffuser la VR, pour diffuser la réalité augmentée. On parle en général de PC, de casque. Il ne faut pas oublier aussi que la réalité augmentée, pour commencer, on peut faire des choses aussi avec les smartphones aussi. C'est une façon aussi d'acculturer certaines populations à ce type de techno. Et en général, la plupart des collaborateurs sont aujourd'hui équipés de smartphones qui peuvent nous permettre de lancer certains cas d'usage. Donc ça, c'est un point qu'il ne faut pas oublier aussi. Peut-être en complément, donc effectivement, ce qui est bien, c'est qu'on est tous les trois alignés, ça tombe plutôt bien, sur une même vérité. Alors, nous, on a essayé de poser une date sur la réalité augmentée qui vaut ce qu'elle vaut. On s'est dit à quel horizon ça va arriver industriellement dans notre cœur de métier. Vous savez, avec les différents sujets que j'ai abordés, ce n'est pas que la techno de la réalité augmentée, mais nous, le sans-fil, c'est compliqué dans des univers où la donnée, la sensibilité de la donnée est une préoccupation de tous les jours. On n'a pas parlé aussi des lunettes qui pèsent un certain poids, qui ont des angles de vision aujourd'hui qui sont assez limités. Voilà. En tout cas, on a porté un horizon, on s'est dit c'est d'ici 6-7 ans que probablement ça nous arrivera. Voilà. Après, on détient certainement pas la vérité, mais c'est ce qu'on imagine. Voilà. En croisant la maturité du matériel et l'évolution des frameworks, notamment. Ouais. Si on en revient à ces enjeux qui nous rassemblent aujourd'hui autour de la transformation du travail, des nouvelles formes de collaboration, on a bien compris effectivement qu'il y avait un enjeu qui était fort autour de l'acceptation des outils, l'accompagnement au changement, la modification de ces façons de travailler aussi, et la suppression de certains postes, peut-être. Au-delà de ça, est-ce que vous avez pu constater, alors soit Alexis en accompagnant ses clients, soit l'un de vous deux sur la scène, est-ce que vous avez pu constater des changements d'ordre managériaux, organisation d'équipe? Est-ce qu'aujourd'hui on mesure qu'on perçoit sa valeur ajoutée différemment parce qu'on utilise des outils en réalité virtuelle? On est peut-être moins un technicien de la règle et peut-être plus un expert en manipulation d'objets en réalité augmentée. Comment est-ce que vous avez est-ce que vous avez déjà des indicateurs sur ces sujets-là? Alors, je commence peut-être. Oui, Sylvain, donc. Du coup, alors oui. Alors, du coup, je vais l'aborder surtout moi, je suis très orienté client, donc service vers le client. Et du coup, parmi tous les exemples que je vous ai donnés, je vais surtout du coup parler formation et entraînement, avec donc principalement la réalité virtuelle. Alors, qu'est-ce que ça apporte la réalité virtuelle? Et d'ailleurs, on a aussi essayé de mesurer qu'est-ce que pouvait apporter la réalité augmentée en termes de formation. On a mesuré très clairement ce qu'on appelle la rémanence. C'est-à-dire que quand on utilise un outil de réalité virtuelle, bon, ok, on comprend les choses, mais combien de temps on s'en souvient? Ça, c'est fondamental dans la formation, mais il y a plein de choses que j'ai oubliées à l'école. Et pourtant, je n'étais pas en réalité virtuelle, quoique il y a des fois peut-être. Mais la rémanence, voilà, c'est le cœur de sujet de la formation et de l'entraînement dans des navires de combat. Voilà. C'est d'autant plus important que dans une situation de stress, là, il faut plus se poser de questions. On est dans des actes réflexes plutôt que dans des actes réfléchis. Et ces outils, ils marchent avec des niveaux différents et surtout selon la manière avec laquelle on les emploie. Donc il est clair que pour un service donné, l'information, et pour une technologie donnée, RA et RV,
Et puis les technologies à l'ancienne, les performances rendues ne sont pas les mêmes. Donc elles peuvent être moins importantes, mais en même temps, elles peuvent être la contraposée, c'est qu'on va diffuser plus largement l'information, elle va être plus accessible. Un opérateur, un marin, il n'a pas besoin, parce que dans nos simulateurs de formation et d'entraînement, on fait un peu comme enfin d'ailleurs, pas un peu, complètement pour ceux qui connaissent dans l'aéronautique, où j'ai passé 10 ans, on fait le même type de simulateur pour les sous-marins, sur tout ce qui est relatif à la sécurité plongée, avec des environnements à l'échelle 1, animés sur des vérins. Bon, vous imaginez le coût d'un simulateur. Bon, quand vous remplacez le simulateur par un casque et que l'opérateur peut commencer à s'immerger, alors effectivement, on n'a pas le même niveau de qualification, de formation, mais au moins on atteint un certain niveau qui nous permet d'économiser du temps et de l'argent. Voilà. Donc oui, des performances différentes, mais alors on pourrait dire des fois on est à un niveau inférieur, mais on gagne sur d'autres. Donc au global, le client est satisfait et nous aussi. D'autres retours de votre part, Dominique ou Alexis? Effectivement, pour continuer sur ce cas d'usage un peu de la formation aussi, et sur justement ce qu'on a pu voir, nous, c'est que très souvent, la formation, en fait, elle permet de compléter un parcours de formation avec justement cet aspect aussi de gamification qui fait qu'en fait, on va mieux réussir à ancrer en fait les connaissances. Donc ça, c'est une chose en fait. Et deuxième chose, c'est effectivement, comme ça a été dit, c'est qu'on peut répéter ce type d'expériences qui sont finalement un petit peu en libre service, et c'est un peu les collaborateurs qui peuvent refaire ce type d'expérience, et donc forcément, ça facilite aussi de mieux ancrer les connaissances, et les collaborateurs ont plus de liberté quand ils ont du temps libre pour effectuer ce type de formation, un peu plus en libre service. Plus facile à mettre en œuvre. Est-ce que vous avez des... Alors je me tourne vers Alexis, mais je ne sais pas si Alexis... Oui, alors nous, effectivement... il m'entend toujours. Donc on a un outil de réalité virtuelle qui est utilisé quasiment exclusivement en mode collaboratif, et pas tellement en mode autonome. Il y a quelques cas effectivement d'ergonomie où un ingénieur qui conçoit un poste de travail peut faire tout seul des vérifications ergonomiques, mais l'utilisation principale, effectivement, et notre outil n'est pas scénarisé, c'est-à-dire que c'est un outil qui affiche la maquette telle qu'elle est. Donc du coup, et là effectivement, pour revenir effectivement de ce qu'on se rappelle de l'école, moi je me rappelle probablement plus de ce qu'on m'a enseigné quand le cours était bien fait, quand effectivement l'enseignant était moins bon. En réalité virtuelle, on va probablement retrouver la même chose. La réalité virtuelle est un moyen, mais qui est à la disposition du formateur, et la qualité du formateur reste quand même essentielle dans la rémanence de la formation. Donc sur ce plan-là, finalement, c'est vraiment un moyen qui est mis entre les mains du formateur, et ses qualités pédagogiques joueront davantage. Donc c'est quand même un outil mis d'abord en présence, mis entre les mains des gens, et effectivement ceux qui ne savent pas bien expliquer, même avec la réalité virtuelle, je ne suis pas sûr que ça va bien passer. La valeur de la pédagogie reste au centre du dispositif. Enfin, pour ce qui est des usages que nous on couvre en termes de formation, effectivement, la réalité virtuelle, il y a de la scénarisation, de la formation autonome pour des tâches répétitives. Donc effectivement, ça, c'est pas forcément les usages qu'on a, puisque l'avantage de notre outil, c'est qu'il permet d'afficher directement la maquette d'un produit, d'un système en cours de conception, ce qui est un segment du marché qui est un peu différent de la formation autonome. Très bien. Est-ce que quelqu'un dans la salle aurait une question qui serait presque une conclusion, puisqu'on arrive au terme de cette conférence? Non, pas de questions? Sans regret? Bien. Écoutez, on aura commencé à l'heure et on va terminer à l'heure. Merci beaucoup à vous trois. Merci d'avoir partagé tous ces retours terrain avec nous. Et puis, je vous souhaite à tous un très bon salon SIDO en 2020. Merci, au revoir. Merci beaucoup.